maintenant quelques questions sensibles sur le droit de préemption qui nous a posé, mais nous pose toujours des difficultés dans notre pratique quotidienne. Il a fallu faire un choix parmi tous les droits de préemption existants, et ils sont nombreux. Nos intervenants ont choisi d'étudier pour nous 2 points particuliers et de nous livrer ici leurs réflexions sur les droits de préemption du locataire d'un local à usage d'habitation et le droit de préemption du locataire commercial dans le cadre de la loi Pinel. Professeur Gisbert, nous sommes impatients de vous écouter. Merci beaucoup d'abord de votre accueil. Merci d'avoir associé des universitaires à cette belle manifestation. C'est toujours très fructueux de nourrir des échanges de vues entre professeurs et notaires. Et puis, à titre tout à fait personnel, mais je crois qu'on est un certain nombre dans l'assistance à partager ce sentiment, merci de me permettre de revenir sur les lieux où j'ai appris le droit civil. Donc, c'est beaucoup de bons souvenirs qui remontent à la surface. Alors, en effet, vous nous avez demandé aujourd'hui de parler des droits de préemption, non pas sans doute à cause de l'excitation intellectuelle que suscite ce thème, qui n'est pas, si j'en juge par la littérature de mes collègues sur le sujet, celui pour lequel les juristes vibrent du plus ardent enthousiasme, mais à cause, et c'est là-dessus qu'on va insister aujourd'hui, à cause de son importance pratique, pour votre pratique quotidienne, et à cause de l'insécurité croissante que cette institution, qui ne cesse de se développer en législation aujourd'hui, diffuse dans les transactions immobilières. Alors on a jugé bon de reprendre avec vous les 2 séries de difficultés récurrentes qui se dressent sur le chemin du notaire en la matière. Première question, faut-il ou non purger, autrement dit revenir sur la question du champ d'application des différents droits de préemption, question qui devrait être très simple à résoudre, mais qui en réalité suscite l'inconfort du notaire, un double inconfort en réalité. Premier inconfort parce que les textes ne sont pas aussi clairs qu'on serait en droit de l'attendre, et puis deuxième inconfort parce que tout faux pas en la matière, toute erreur d'interprétation est sanctionné de la pire des manières qui soit, puisque c'est la peine de mort de la Convention qu'on encourt, c'est-à-dire la nullité de la vente passée au mépris d'un droit de préemption, une action en nullité qui se prescrit tout de même par 5 ans, avec pour point de départ, pour les plus optimistes, la date de publication de l'acte, et pour les plus pessimistes, la date à laquelle le préempteur a eu connaissance effective de la vente passée au mépris de ses droits, de quoi passer quelques mauvaises nuits, le temps que ce délai soit entièrement écoulé. Donc, dans un premier temps, nous reviendrons sur cette première série de difficultés. Et puis, nous verrons, lorsqu'un droit de préemption doit être purgé, nous verrons comment il doit l'être, quelle est la procédure à suivre. Et donc, sans plus tarder, commençons par le premier sujet, le domaine d'application des différents droits de préemption. Vous l'avez dit, dans la petite heure qui nous est allouée, il serait déraisonnable de prétendre embrasser la totalité des droits de préemption. D'ailleurs, certains sont trop spécifiques pour être étudiés indépendamment de la matière dont ils relèvent, donc il ne sera pas question, et pardonnez-nous-en, du droit de préemption du fermier, du droit de préemption de la SAFER, du droit de préemption urbain, des droits de préemption en copropriété ou en indivision, qui, pour être étudiés sérieusement, mériteraient des incursions en droit rural, en droit de l'urbanisme, etc. Donc nous avons fait le choix arbitraire de centrer le propos sur les droits de préemption du locataire, les droits de préemption du locataire d'habitation, dont Emmanuel Rémeyer va commencer à vous entretenir, puis le droit de préemption du locataire commerçant, dont je vous parlerai par la suite. Les droits de préemption du locataire d'habitation font partie de notre quotidien depuis maintenant de nombreuses années. Ils nous sont suffisamment bien connus quant à leur champ d'application pour qu'on ne dispense d'y insister trop longuement. Comme vous le savez, ils sont au nombre de 3, si du moins on se limite aux droits créés par la loi, car c'est une originalité en la matière. Des accords collectifs rendus obligatoires par décret ont également créé des droits de préemption au profit des locataires d'habitation en cas de vente à la découpe. Si l'on restreint donc notre propos aux droits de préemption légaux du locataire d'habitation, en les abordant par ordre chronologique d'apparition de notre législation, nous trouvons d'abord l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des locataires et occupants de locaux à usage d'habitation. Ce texte crée au profit de ces derniers une priorité d'acquisition à l'occasion de la première vente qui suit la division et désormais la subdivision d'un immeuble initialement individuel. Pourquoi un tel droit ? La chose est de prime abord curieuse car le locataire garde son bail. On parle ici de la vente d'un immeuble loué, le contrat de bail se poursuivant par l'effet de l'article 1743 du Code civil.
Elle s'explique en réalité par la volonté du législateur de protéger le locataire contre des opérations de marchand de biens qui, dans le cadre d'opérations de réhabilitation d'immeubles, achetaient l'immeuble entier, puis le vendaient par lot, chaque acquéreur s'empressant alors de délivrer un congé pour pouvoir récupérer son bien. Quand ce droit de préemption joue-t-il ? Il faut se reporter au texte qui prévoit 4 conditions auxquelles le Conseil constitutionnel vient d'en ajouter une 5e, qui, ce faisant, a notablement réduit la portée de ce texte. Les 4 conditions légales sont bien connues. Il faut tout d'abord une vente entendue au sens strict du terme, ce qui exclut les apports, les partages. Il faut ensuite une vente sur des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel. Troisièmement, le bien doit faire l'objet d'un bail d'habitation, et ce, quel que soit son régime juridique, où il doit être occupé de bonne foi, au sens de la loi de 1948 donne à ce texte. Il faut que le locataire habite dans les lieux loués, ce qui exclut bien évidemment les personnes morales. Enfin, il doit s'agir de la première vente consécutive à la division ou à la subdivision d'un immeuble par lot, sachant qu'il y a division ou subdivision au sens de ce texte, lorsqu'à la propriété unique de l'immeuble ou d'une partie d'immeuble en cas de subdivision, succèdent plusieurs droits de propriété portant sur autant de lots de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble en cas de subdivision, ce qui correspond souvent à la mise en place d'une copropriété. Une mise en garde toutefois sur l'adjectif consécutif qui n'est pas toujours très bien choisi. Il laisse entendre que la vente ne donne lieu à préemption que si elle suit la division d'immeuble. Mais quid si la division de l'immeuble en question est précisément le fruit d'une vente ? Je suis propriétaire d'un immeuble entier, composé de 10 appartements. Je souhaite vendre l'un d'entre eux, je suis donc dans l'obligation de le placer sous le régime de la copropriété. Cette vente n'est techniquement pas consécutive à la division, elle lui donne naissance. Et pourtant, il est clair que dans cette hypothèse, il faut purger le droit de préemption. À ces 4 conditions qui nous sont familières, s'en ajoute désormais une 5e posée par le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité dont il fut saisi au sujet de l'article 10 de la loi de 1975 et qui a donné lieu à une décision du 9 janvier 2018, dont il résulte 2 enseignements importants. Premièrement, le droit de préemption subsidiaire des communes lorsque le locataire a renoncé à son droit a été supprimé, car le Conseil a considéré qu'il s'agissait d'une fraude au droit de propriété. Deuxièmement, et c'est ce qui nous intéresse ici, le Conseil émet une réserve d'interprétation qui tient au fait que le locataire devait être présent dans les lieux lorsque la division ou la subdivision est intervenue. Concrètement, avant de procéder à la notification, il faut maintenant se demander si le locataire ou l'occupant de bonne foi a conclu un bail ou occupait de bonne foi le local loué avant la division ou la subdivision de l'immeuble. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de purger le droit de préemption de l'article 10. À supposer que ces 5 conditions sont cumulativement remplies, le législateur a prévu 3 exceptions. La première, la vente au profit d'un parent ou allié jusqu'au 4e degré inclus, car on estime que cette personne proche est plus digne encore que le locataire de se porter acquéreur. La deuxième, la vente à un acheteur dont les locataires n'ont a priori rien à craindre, l'organisme HLM. Et enfin, la vente portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou mixte de ce bâtiment. L'idée est ici que ça pénaliserait excessivement le propriétaire que d'avoir à proposer individuellement aux différents locataires d'avoir à acheter leur lot. Cela risquerait de décourager l'investisseur avec cet effet indésirable que, si celui-ci renonce à l'acquisition, le propriétaire initial va se retrouver en copropriété avec d'anciens locataires, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Il faut aussi donner quelques précisions quant à cette exception qui n'est pas toujours bien comprise. La vente d'un bâtiment entier, tout d'abord. Il est curieux de se dire que la vente d'un bâtiment entier est une exception à un droit de préemption qui normalement se déclenche lors d'une vente après division. En effet, si l'on vend l'immeuble entier, c'est par hypothèse qu'il n'y a pas eu division. Pour donner du sens à cette exception, il faut donc supposer que le bâtiment vendu n'est pas un bâtiment unique, mais qu'il existe un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et composé de plusieurs bâtiments et que l'un d'entre eux est vendu. On conçoit alors, rapporté à l'échelle de cette copropriété composée de plusieurs immeubles, qu'il puisse s'agir de la première vente après division.
Observons là encore que la loi vise une réalité matérielle, le bâtiment, et non la notion juridique de lot. Par conséquent, peu importe que ce bâtiment soit constitutif d'un ou plusieurs lots au sein de l'état descriptif de division, dès lors qu'il s'agit d'une construction unique et homogène. Mais en réalité, il y a également une autre manière de donner du sens à cette exception, c'est de considérer le cas dans lequel tous les lots du bâtiment sont détenus par différents propriétaires et que tous vendent leurs lots à une seule et même personne. N'y a-t-il pas dans cette hypothèse une vente portant sur un bâtiment tout entier au sens du dernier alinéa de l'article 10 ? Ce n'est pas l'interprétation habituelle de ce texte. On estime alors que vis-à-vis de chaque lot, il s'agit bien de la première vente après division. Le fait que l'acquéreur devienne propriétaire de l'immeuble tout entier ne change rien au fait que c'est une multiplicité de ventes qui sont réalisées, chacune ouvrant droit alors à un droit de préemption au profit du locataire en place. La vente de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte et d'habitation du dit bâtiment ensuite. Cette exception est un peu plus compliquée à cerner. Il y a une manière assez simple de comprendre les choses. Il suffit d'imaginer un bâtiment isolé dans lequel on a d'une part des locaux à usage d'habitation ou mixte et d'autre part uniquement des locaux à usage commerciaux ou professionnels. Si le propriétaire cède tous les locaux à usage d'habitation ou mixte à un unique acheteur et que cette vente est la première après division, l'exception signifierait que l'on n'a pas à purger chacun des locaux un par un. Mais ce n'est pas la lecture habituelle de ce texte. Sur ce type de dossier, le Crédon de Paris nous répond qu'il faut purger. Pourquoi ? Car l'exception des ventes portant sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou mixte renvoie aux locaux du dit bâtiment. Autrement dit, à la première exception, liée à la vente d'un bâtiment entier, dont on a vu qu'elle n'avait de cohérence que si le bâtiment était pris dans une copropriété composée de plusieurs bâtiments. Il faut donc supposer que le propriétaire vend tous les locaux à usage d'habitation d'un même bâtiment, lui-même pris dans un ensemble composé de plusieurs bâtiments. Le second droit de préemption du locataire d'habitation est celui de l'article 15.2 de la loi du 6 juillet 89. C'est sans doute le plus original de tous les droits de préemption, car ce droit s'enchâsse dans une procédure de résiliation du bail causée précisément par la décision de vendre le bien. D'où la nature hybride de la notification adressée au locataire, qui, sous couleur d'une certaine unicité, contient en réalité deux actes juridiques. Une offre de contracter et la décision de mettre fin au bail. On comprend donc assez bien que dans ce cas, le locataire se voit offrir un droit de préemption, car c'est la seule chance qui lui est laissée de pouvoir rester dans les lieux. Mais cela rend le maniement de ce droit assez périlleux, car il est intégré dans le calendrier contraint du congé, qui doit être délivré au moins 6 mois avant le terme du bail. D'où la pratique fréquente du congé anticipé, qui est généralement suivie pour éviter d'être surpris par le délai de 6 mois. Mais attention toutefois, s'il est normal de garder un peu de marge, garde à une anticipation trop importante, car l'offre de vente ainsi faite vaudra dès sa notification et jusqu'à l'expiration des premiers mois du délai de préavis de 6 mois. Le bailleur est alors prisonnier de son offre, dont on estime qu'il ne peut pas la rétracter. Là encore, le législateur subordonne l'application du droit de préemption à une pluralité de conditions, que vous connaissez bien et sur lesquelles il n'y a pas besoin d'insister. À supposer que ces 3 conditions soient remplies, il existe encore des exceptions qui sont liées notamment au lien de parenté ou à l'état de vétusté du bien, qui ne soulèvent pas de difficultés particulières. Le troisième droit de préemption du locataire d'habitation, celui de l'article 10.1 de la loi du 31 décembre 1975, est de création beaucoup plus récente puisqu'il résulte de la loi du 13 juillet 2006, dite loi Aurillac, qui a été votée en réaction au développement des ventes à la découpe, accusé de renchérir le coût des logements au détriment des locataires. C'est sans doute ce qui explique la double originalité de ce droit, qui d'une part s'exerce au moment de la vente en bloc et non pas au moment de la découpe, et qui d'autre part ne s'applique qu'autant que l'acquéreur ne s'engage pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours pour une durée de 6 ans à compter de la vente. 2 observations sur ce texte. La première, c'est que le texte visait initialement la vente dans sa totalité et en une seule fois d'un immeuble qui comprenait plus de 10 logements, affectés à un usage d'habitation ou mixte, professionnel et d'habitation. Mais la loi Allure a abaissé le seuil de déclenchement de ce droit de préemption à plus de 5 logements, c'est-à-dire à partir de 6, étant observé qu'il n'est pas impératif que l'ensemble des locaux soient loués.
La deuxième observation concerne l'évitement de ce droit de préemption n'est possible que si dans l'acte authentique de vente, l'acquéreur prend l'engagement de proroger les baux en cours pendant une durée de 6 ans et si l'acte établit la liste de ses locataires. Ce formalisme doit être respecté. S'il ne l'est pas, on estimera que le droit de préemption aurait dû être purgé et que ne l'ayant pas été, la vente est nulle. Il convient de rappeler cependant que la Cour de cassation a montré un petit peu de souplesse par rapport à cette liste des locataires, car elle a censuré un arrêt de la Cour d'appel qui avait prononcé la nullité d'une vente pour violation de cette disposition, alors que la liste n'était pas dans l'acte, mais était annexée à l'acte. Notons que le texte prévoit là encore des dérogations liées notamment aux liens de parenté avec le vendeur ou au type d'acquéreur, qui sont bien connus, donc il n'est pas très utile de les développer. Une dernière précision sur ce texte. Quoique le texte n'en dise rien, il semble logique de prévenir les locataires. C'est le but même du dispositif. Ne rien dire serait pervers. Les locataires pourraient redouter d'avoir à quitter les lieux alors que le bail court encore pendant 6 ans. Pour terminer sur ces 3 droits de préemption reconnus aux locataires d'habitation, observons qu'il y a parfois des difficultés d'articulation. On peut braquer le projecteur sur 2 d'entre eux, qui sont assez récurrentes. L'autre a une réponse jurisprudentielle, l'autre pas encore. La première concerne la première vente d'un logement après division par lot d'un immeuble, à l'occasion de laquelle le bailleur souhaiterait délivrer un congé à son locataire car l'on est en fin de bail. On est potentiellement dans le champ d'application de 2 droits, celui du congé pour vente, de l'article 15 de la loi de 89, et celui que déclenche la première vente après division, l'article 10 de la loi de 75. Faut-il alors, préalablement à l'envoi du congé pour vendre, purger le droit de préemption de l'article 10 de la loi de 75 ? La Cour de cassation nous dit que non. En pratique, le bailleur a 2 choix, soit de vendre occupé en purgeant le droit de préemption de l'article 10 de la loi de 75, soit de notifier le congé aux fins de vente prévu par l'article 15 de la loi de 89. La deuxième hypothèse est plus délicate. Elle concerne la vente d'un bâtiment entier après division, qui, comme tel, échappe au droit de préemption de l'article 10, mais qui, si le bâtiment comporte plus de 5 logements, prouverait relever du domaine de la loi Aurillac. 2 manières de raisonner. La première, estimer que dans son esprit, la loi Aurillac a été conçue comme l'antithèse de la loi de 75. On pourrait dire alors que la copropriété chasse la loi Aurillac. À preuve, le fait que la loi Aurillac commande de communiquer un projet de règlement de copropriété. Le fait donc que le bâtiment vendu en entier relève d'ores et déjà d'un ensemble soumis à la copropriété et le disqualifierait du bénéfice de la loi Aurillac. Ou bien se référer uniquement à la lettre sèche du texte qui ne permet pas de considérer avec certitude que l'on échappe à l'article 10.1. La vente du bâtiment tout entier désactive certes le premier droit de préemption, mais non le second. Dans cette optique, il serait prudent de faire prendre à l'acheteur l'engagement de proroger les baux, mais cette question reste encore en suspens aujourd'hui. Bien, changement de décor à présent, passons du locataire d'habitation au locataire commerçant, en évoquant le droit de préemption que la loi Pinel du 18 juin 2014 a créé à son profit. C'est le fameux article L145-46-1 du Code de commerce, dont je vous propose que nous étudions les termes en suivant le cheminement qui est celui du législateur. Alinéa 1er, dans lequel il pose la situation de principe dans laquelle vous devez purger, et puis le dernier alinéa du texte qui, au contraire, égrène une série d'exceptions où l'on est dispensé de purger. Donc voyons le principe, puis les exceptions. Le principe, il tient dans les quelques mots par lesquels s'ouvre l'article L145-46-1, je cite, « Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci ». Bon, 3 éléments à la lecture de ce texte pour savoir si on est ou non dans le champ d'application de ce droit. Premièrement, il faut une vente, nous dit-on, vente qu'il faut entendre strictement, c'est-à-dire au sens que l'article 1582 du Code civil donne à ce terme, ce qui veut dire que les dations en paiement, les échanges, les apports en société ou toute opération translative dont la contrepartie ne serait pas le paiement d'un prix échappe à ce droit de préemption. Deuxième condition, il faut que le bien loué, naturellement, soit soumis au régime des baux commerciaux. Le texte ne le dit pas expressément, mais il est évident que l'article L145-46-1 étant situé dans le chapitre consacré au statut des baux commerciaux, il faut que le local soit soumis à un bail commercial, sans quoi le preneur est évidemment disqualifié au bénéfice du droit de préemption. Ce qui est important parce qu'on en déduit
que les baux dérogatoires, que les conventions d'occupation précaire, que les baux professionnels de la loi de 86 ne sont pas concernés par ce droit de préemption, pas plus que ne le serait une vente d'un local qui faisait l'objet d'un bail commercial, mais qui, au moment de la vente, a donné lieu à une résiliation. Ça a été jugé récemment par la Cour d'appel de Paris le 28 mars 2018, arrêt dans lequel elle nous dit que le congé du bailleur portant refus de renouvellement suivi de la vente du local ne donne pas ouverture à un droit de préemption, puisque le bail commercial est désormais résilié, quand bien même le locataire serait encore dans les lieux, dans l'attente du paiement de son indemnité d'éviction. Et puis, troisième condition, la plus importante de toutes, il faut que la vente porte sur un local à usage commercial ou artisanal. C'est une condition très importante parce que on comprend qu'il ne suffit pas que le local soit donné à bail commercial, il faut encore que ce local soit à usage commercial ou artisanal. Et encore faut-il percer le mystère de cette formule, ce à quoi je vais m'employer avec vous en la décomposant. Un local d'abord, à usage commercial ou artisanal. Ensuite, un local d'abord. Un local, ce n'est pas une terminologie juridique bien précise. Ça peut renvoyer à un lot de copropriété, ça peut renvoyer à différents lots de copropriété, agencés de telle sorte qu'ils forment un local unique. Ça peut d'ailleurs être un bâtiment entier qui n'est pas soumis au régime de la copropriété. Bref, c'est une notion physique davantage que juridique. En revanche, le mot local permet d'évincer certaines hypothèses, permet d'exclure au moins trois choses. Premièrement, vendre un local, me semble-t-il, ça n'est pas vendre les parts d'une SCI qui serait propriétaire de ce local, sous réserve évidemment d'une grosse ficelle qui consisterait, pour éviter d'avoir à purger, à apporter le local à une SCI et dans la foulée à vendre les parts de cette SCI. C'est le genre de grosse astuce dont il faut dissuader vos clients quand clairement elle est tournée vers l'évitement du droit de préemption. Deuxième cas, vendre un local, c'est pas non plus vendre la quote-part indivise que je détiens dans ce local, sauf évidemment si tous les indivisaires s'accordent, chacun à vendre leur droit indivis, ce qui confine évidemment à la vente du local dans sa pleine propriété. Et puis, vendre un local, ça n'est pas vendre un immeuble à construire. Quelle idée saugrenue, direz-vous, évidemment. Enfin, c'est pas si évident dans l'hypothèse où un promoteur, pour commercialiser son immeuble en VFA, prendrait le soin de conclure des baux en l'état futur d'achèvement, des BFA, sur les différents lots qui feront l'objet des différentes VFA. Faudra-t-il purger lors des différentes VFA alors qu'un bail commercial a déjà été signé? Je ne crois pas, pour trois raisons que voici, qui d'ailleurs chacune se suffit à elle-même. Première raison, c'est que, par hypothèse, au jour de la conclusion de la VFA, le bien n'est pas encore achevé au sens du Code de la construction et de l'habitation. Ça veut dire que, si en tout cas j'en crois la définition de l'achèvement que nous donne la loi, ça veut dire que n'y sont pas encore exécutés les ouvrages, ni, je cite, installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation conformément à sa destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat. En d'autres termes, que vend-on? On vend une chose future qui n'est en l'état affectée encore d'aucun usage. Deuxième argument, certes, un bail en l'état futur d'achèvement a été conclu. Sans doute, ce bail lie-t-il d'ores et déjà les parties, mais enfin, il n'a pas encore pris effet. Par hypothèse, un BFA ne va activer les obligations qu'il porte qu'au jour de la livraison. Et la Cour de cassation nous dit, dans un arrêt déjà ancien, qui tranche une toute autre question que le droit de préemption Pinel, nous dit que le statut impératif des baux commerciaux ne se déclenche qu'à la livraison. Autrement dit, au jour de la conclusion de la VFA, notre bail, il est en attente de prise d'effet, le statut des baux commerciaux ne s'applique pas à lui, le locataire n'a aucun titre donc à invoquer le droit de préemption, qui est une pièce du statut des baux commerciaux. Et puis, dernier argument, mais les deux premiers suffisent à emporter la conviction, il ne faut pas perdre de vue la raison d'être du droit de préemption Pinel, qui a été reconnu aux locataires commerçants pour protéger le lieu autour duquel il a patiemment fédéré une clientèle, ce qui n'est à l'évidence pas le cas d'un local qui est en cours de construction et qui n'est encore le support d'aucune activité commerciale. Achevons ce travail d'exégèse, la moitié du travail est faite. Le local, on voit ce que c'est, on voit ce que ça n'est pas. Maintenant, l'usage commercial ou artisanal, clairement, c'est le nerf de la guerre. Faute de caractériser un tel usage, même si les locaux sont donnés à bail commercial, on n'aura pas à purger. Et il est intéressant, me semble-t-il, d'égrener quelques cas dans lesquels, précisément, j'ai un local soumis à un bail commercial et pourtant, il n'y a pas un usage commercial ou artisanal, de sorte que le locataire n'a pas de droit de préemption. Premier cas, le local à usage industriel.
une usine par exemple. Clairement, l'usine donnée à bail, elle relève du statut des baux commerciaux. Il suffit de relire l'article L145-1 du Code de commerce qui dit clairement que le statut bénéficie à toute personne qui exploite un fonds, un commerçant, nous dit-on, un artisan ou un industriel. Et pourtant, l'industriel ici, il n'est pas repris dans l'article L145-46-1. Est-ce un oubli du législateur? Pas du tout, c'est délibéré. J'en veux pour preuve que le texte, le projet de loi Pinel, lorsqu'il est déposé à l'Assemblée nationale, fait état d'un local à usage commercial, artisanal ou industriel. Autrement dit, l'industriel bénéficiait du dispositif initialement. Et puis, dans le feu nourri des amendements et dans le cours du débat parlementaire, on dit finalement que le but de la loi, clairement, c'est de protéger les petits commerçants, les boutiquiers, certainement pas les industriels. Ce n'est pas le public qu'on a entendu favoriser par cette loi, on les a donc écartés. Deuxième exemple, le local qui abrite un établissement d'enseignement ou une activité artistique. À nouveau, l'article L145-2 du Code de commerce nous dit qu'un tel local est soumis au statut des baux commerciaux. Il est clair que ce local-là n'est pourtant pas préemptable, faute d'usage commercial ou artisanal. Troisième exemple, le local que vous, notaire, avez peut-être pris à bail en vertu d'un bail commercial ou qu'un avocat ou qu'un expert comptable a pris à bail en vertu d'un bail commercial par une application volontaire du statut, qui ne s'applique pas ici de plein droit. Bénéficiez-vous du droit de préemption Pinel? Non, parce que l'activité que vous développez dans les lieux n'est pas commerciale ou artisanale, c'est une activité civile. Et puis le quatrième cas, c'est le point chaud du moment, les bureaux ou les entrepôts. Alors c'est le point chaud du moment parce que c'est le cas qui donne lieu à des interprétations contradictoires en doctrine et malheureusement dans la pratique notariale, alors que évidemment on serait plus satisfait d'avoir une position unanime en la matière. Alors, schématiquement, 2 lectures ont été proposées pour régler ce cas. Ceux qui, d'abord, défendent une conception large du droit de préemption Pinel et pour qui la notion de locaux à usage commercial ou artisanal devrait correspondre à tout local, quel que soit au fond son usage concret, dès lors qu'il est utile à l'activité commerciale ou artisanale du preneur. Ce qui veut dire, dans cette première lecture, que le siège social d'une grande société commerciale serait concerné par le droit de préemption Pinel, même si ce n'est pas le lieu de l'accomplissement d'actes de commerce. Ça voudrait dire encore que les entrepôts que la société Darty loue pour stocker ses machines à laver seraient préemptables par cette société, alors même que ce n'est pas le lieu où l'entreprise vend ses machines à laver au public. En contrepoint, et je m'empresse de vous livrer une autre lecture que je défends, mais ça n'est que mon opinion, on peut limiter le périmètre de la règle, me semble-t-il, aux seuls locaux où est physiquement reçue une clientèle, aux seuls locaux où s'effectuent concrètement des actes de commerce. 2 raisons, me semble-t-il, de privilégier cette approche stricte. La lettre du texte, d'abord, qui définit le champ d'application du droit de préemption à partir de, j'insiste, à partir de l'usage des locaux et non de l'activité du preneur. Ce qui compte donc, c'est la destination concrète des lieux. Et si les mots ont un sens, un local à usage commercial, c'est un local où l'on pratique le commerce. C'est le lieu où le commerçant reçoit son clientèle, c'est le lieu où il propose ses services, où il propose ses produits, et tel n'est évidemment pas le cas d'immeubles de bureaux qui seraient exclusivement affectés à des activités de gestion, de comptabilité, de marketing, d'ingénierie de l'entreprise. Tel n'est pas le cas non plus d'entrepôts logistiques qui seraient uniquement dédiés au stockage des marchandises que le commerçant écoule en d'autres lieux. Entendons-nous bien sur ce dernier cas, il faut être un tout petit peu plus subtil peut-être, je parle ici du commerçant qui stockerait ses propres produits dans un entrepôt qu'il a pris à bail commercial. Je ne parle pas du logisticien dont le métier est de stocker les marchandises de ses clients. Parce que dans cette hypothèse-là, évidemment, l'entrepôt pour le logisticien est bien le lieu où il pratique son commerce, est bien le lieu où il reçoit sa clientèle, et il serait normal que lui bénéficie d'un droit de préemption. Mais en dehors de cette hypothèse, de purs bureaux, de purs entrepôts, pris à bail par une société commerciale pour son propre usage, eh bien, ne sont pas, me semble-t-il, à usage commercial ou artisanal au sens du texte. Et j'ajoute, pour compléter cette analyse littérale, l'esprit du texte. Pourquoi la loi Pinel a-t-elle été votée? Pourquoi a-t-elle
a-t-elle créé un droit de préemption au profit du locataire commerçant? Il suffit de relire l'étude d'impact, il suffit de relire ce que Sylvia Pinel déclarait elle-même devant les assemblées. C'était pour protéger, nous dit-on, les boutiques de centre-ville menacées par la concurrence des centres commerciaux et du commerce en ville. C'était encore... Je lis, la protection du tissu commercial de proximité, le maintien des très petites entreprises dans les zones de centre-ville. Clairement, on n'a pas créé ce texte pour permettre aux grandes enseignes d'acquérir l'immeuble où est situé leur service comptabilité, ni de permettre à Amazon d'acquérir ainsi les entrepôts que la société loue. Et d'ailleurs, ultime argument, dans le cours des débats parlementaires, après que l'Assemblée nationale a supprimé le mot industriel dans l'énoncé législatif, le texte arrive au Sénat. Le rapporteur du texte au Sénat dit à ses collègues « Ainsi rédigé, le texte ne concernera pas ni les bureaux ni les entrepôts ». Moyennant quoi un sénateur s'en émeut et propose un amendement qui consistait à rédiger le texte de la manière suivante « Local à usage commercial ou artisanal ou de bureau ». On l'avait ajouté. Réponse du gouvernement, hors de question, on a balayé cet amendement. Il me semble que c'est un argument fort tout de même pour considérer qu'il n'y a pas lieu de purger. Bon, reste, une fois qu'on est convaincu des contours du principe, à envisager rapidement les exceptions prévues par le dernier alinéa de l'article L145-46-1. Alors il est peu dire que le texte n'est pas un modèle d'art législatif, il est très mal rédigé, il est le fruit de l'empilement d'amendements législatifs adoptés au gré des navettes parlementaires, et ça donne 5 séries de cas dans lesquels le vendeur n'aura pas à respecter le droit de préemption Pinel. Premier cas, nous dit-on, la cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial. Je ne dis rien de cette hypothèse parce qu'elle n'est quasiment jamais brandie dans les dossiers et pour cause. Elle est absolument absorbée par le deuxième cas dont il va être question tout de suite. La seule remarque anecdotique, c'est que cette première exception fait état de la cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial. Ensemble commercial, ce n'est pas un vocable que connaît le droit des baux commerciaux. Il faut se référer à l'urbanisme commercial pour comprendre que ça renvoie à la galerie marchande ou au centre commercial. Deuxième exception, cession unique de locaux commerciaux distincts. Ça, c'est plus intéressant et ça, c'est beaucoup plus utilisé en pratique. L'idée, c'est d'exempter du droit de préemption celui qui cède un portefeuille d'actifs immobiliers qu'il détient parfois sur tout le territoire national. Encore faut-il réunir les deux conditions prévues par l'exception pour qu'elle joue. Premièrement, des locaux commerciaux distincts. Le pluriel est de mise ici. Le pluriel, ça commence à 2. Il suffit de 2 locaux commerciaux distincts pour n'avoir pas à purger le droit de préemption. Peu importe qu'outre ces 2 locaux commerciaux distincts, vous vendiez des logements, des bureaux, il suffit qu'il y ait 2 locaux commerciaux pour qu'on soit dans le champ. Et puis il faut une cession unique. Qu'est-ce que ça veut dire cession unique? On a un temps discuté du point de savoir si ça renvoyait à l'acte instrumentaire ou à l'acte juridique, notamment dans les cas où on a bien un vendeur, un acheteur, mais qui décide de la vente d'une pluralité d'actifs disséminés sur tout le territoire, avec évidemment, pour les besoins de la publicité foncière, la nécessité d'établir différents actes de vente. Est-ce que c'est une cession unique, ça? Mais oui, c'est une vente unique. Il y a un contrat, mais qui s'étale sur une pluralité d'instrumentum, d'instrumenta. Ce qui compte donc, c'est l'unité d'actes juridiques, un vendeur, un acheteur. Alors évidemment, si mon vendeur il a structuré son portefeuille de telle sorte que chaque local commercial est détenu par une SCI qui fera figure de vendeur, c'est plus une vente unique. Il y a autant de ventes qu'il y a de SCI qui vend, et de même si l'acheteur fait la même chose et présente plusieurs SCI pour l'acquisition de chacune des cibles, ça ne fonctionne plus dans cette hypothèse-là. Troisième exception, la cession d'un local commercial à un copropriétaire de l'ensemble commercial, ça se passe de commentaires, sauf à signaler que des gens futés ou pas se sont dit « mais c'est formidable cette exception-là, je convoite un actif dans un centre commercial, je vais acheter préalablement un placard à balai dans le même centre commercial et puis fort de ma qualité de copropriétaire, je serai dispensé d'avoir à purger le droit de préemption. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne à tous les coups. » Bon. Et puis, cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, quatrième exception, peu de remarques, on vise ici la cession d'un bâtiment entier, par exemple, dans lequel, au rez-de-chaussée, on aurait un local commercial donné à bail commercial à un commerçant. Évidemment, obliger le vendeur à scinder
la vente de l'immeuble entier en proposant à la vente le seul local aux commerçants, ça serait défigurer l'opération, ce serait décourager l'investisseur, ça n'était pas souhaitable. Une remarque ici, on vise la vente globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, on ne comprend pas le pluriel, parce que si le pluriel est de mise, l'exception est complètement redondante avec la cession unique de locaux commerciaux distincts. Donc 3 questions ont été nécessaires, 3 réponses ministérielles sont intervenues pour dire qu'il ne faut pas lire ce texte au pluriel. C'est la cession globale d'un immeuble comprenant un local commercial. Ça suffit pour être exempté du droit de préemption. Dernière exception enfin, cession d'un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Je termine l'exposé de ces différentes exceptions en me posant une interrogation. Au fond, est-ce que cette liste est limitative ? Je pose la question parce que quand on met bout à bout ces différentes exceptions, en tout cas les 4 premières, on a le sentiment que ce qu'a voulu dire le législateur, c'est que dès que l'on vend un bien qui est plus large que le seul local préemptable, dès que l'objet de la vente dépasse le seul local susceptible d'être préempté, on devrait échapper au droit de préemption Pinel. Mais quand on y regarde de plus près, il y a en réalité des trous dans la raquette. Et ce n'est pas aussi simple. Je prends un exemple. Supposez que votre client vende un local commercial dans un immeuble, et dans le même immeuble, un local à usage de bureau ou un local à usage d'habitation, loué à une autre personne. Bon, finalement, ça, c'est pas la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, c'est pas la cession unique de locaux commerciaux distincts, c'est pas la cession d'un local commercial à un copropriétaire d'un ensemble, etc., etc. C'est rien, ça correspond à aucune des exceptions visées au texte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que je purge ou est-ce que je ne purge pas ? Ça ne correspond littéralement à aucune des exceptions. Alors, dans un premier temps, on s'est dit, l'esprit de la loi, tout de même, c'est clairement ici de ne pas obliger le propriétaire à respecter le droit de préemption. Quand on lit un arrêt de la Cour de cassation récent, on est un petit peu plus frileux à soutenir cette lecture. C'est un arrêt du 15 novembre 2018 où c'est exactement l'hypothèse que je vous indiquais à l'instant. Voilà un propriétaire qui vend le local commercial du rez-de-chaussée, qui vend par ailleurs ce qui avait tous les traits d'un logement au premier étage, et le locataire commerçant s'émeut de ne pas avoir été destinataire d'une notification en disant « vous avez violé mon droit de préemption ». La Cour d'appel donne raison au locataire en disant « vous auriez dû purger », ça ne correspondait à aucune des exceptions prévues par le texte. Et la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, mais avec une motivation qui est éloquente, puisqu'elle dit « en réalité, relisons le règlement de copropriété et n'ayons pas égard à la rédaction de l'EDD, c'est le règlement qui compte. Dans le règlement de copropriété, au premier étage, ce n'est pas un logement, c'est un commerce. Autrement dit, ce qu'on a vendu, c'est 2 locaux commerciaux distincts. On est dans le champ d'une exception. La morale de l'histoire, c'est qu'à défaut d'être dans le champ rigoureux de l'une des exceptions prévues au texte, je ne crois pas qu'on puisse inférer de ces quelques exceptions une méga-exception qui serait tirée de l'esprit du législateur. Voilà sur le droit de préemption Pinel. Maintenant, peut-être évoquons l'attitude qui devrait être la vôtre lorsque un doute vous assaille au moment de purger. Dans de nombreux cas, il y a des doutes sur le point de savoir si le locataire bénéficie ou non d'un droit de préemption. Que faire alors en pratique ? Nous sommes devant une alternative à 3 branches. La première, ne pas purger. C'est radical. La vente se fait avec l'acheteur pressenti. Le bien est vendu loué. Si l'on prend ce parti, c'est au locataire de protester. Le débat s'engagera alors sur le point de savoir s'il bénéficiait ou non d'un droit de préemption. Malheureusement, je crains que ce soit un contentieux en pleine expansion dans lequel nous trouverons en première ligne, car le locataire agirait alors en nullité de la vente. Au regard de ce risque, nous devons exercer à plein, d'une part, notre devoir de conseil. S'il y a un doute sans certitude, nous devrons alors attirer l'attention du vendeur sur un tel choix. Et même parfois, notre devoir de ne pas instrumenter, si le doute fait place à une quasi-certitude qu'il faut purger. En effet, nous ne saurions prêter notre concours à un acte qui malmène sciemment le droit des tiers. La deuxième branche est celle de la purge avec réserve, que l'on pourrait appeler la purge à la normande. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Elle est préconisée par certains auteurs et consiste à indiquer, je cite, que la notification est faite pour des raisons de sécurité juridique, pour le cas où la jurisprudence reconnaîtrait l'existence d'un droit de préemption dans le cas considéré, mais que cette notification ne saurait valoir reconnaissance de l'existence de ce droit de préemption, que le bailleur se réserve de contester pour le cas où le locataire se porterait acquéreur. Cela revient à dire, je vous notifie la vente, mais ça ne vaut pas offre, et d'ailleurs, si vous l'acceptez, je me réserve le droit de vous faire un procès. En pratique, cette solution semble difficile à mettre en œuvre.
La troisième branche est celle de la purge par prudence. Solution en apparence plus confortable, mais qui, si ça tourne mal, autrement dit, si le locataire se porte acquéreur, le locataire préempte, pourrait faire naître de l'amertume chez l'acquéreur évincé. En effet, ce dernier pourrait mettre en cause la responsabilité du rédacteur de l'acte qui aurait inutilement ouvert un droit au locataire. De plus, on est en droit de se demander si la purge effectuée par précaution interdit ou non par la suite au propriétaire bailleur de contester l'existence de droit de préemption du locataire. La question s'est posée en jurisprudence et la Cour de cassation a à plusieurs reprises jugé que le consentement du vendeur ayant été vicié par l'erreur de droit qui était à l'origine de la notification, l'acceptation de l'offre de vente par le locataire était impuissante à former valablement le contrat de vente. Même s'il n'est pas certain que cette jurisprudence se maintienne à la suite notamment de la réforme du droit des contrats, attention tout de même à la purge excessive. Il faut bien distinguer deux cas. Soit l'acheteur a signé une promesse qui traite la difficulté en visant expressément l'existence d'un droit de préemption au profit du locataire commerçant. Les parties ont alors contractualisé la difficulté, sauf si bien évidemment il s'agit d'une clause de style du type « condition de non-exercice de tout droit de préemption qui pourrait s'appliquer ». Elles sont donc tombées d'accord sur l'existence de droit de préemption. L'acheteur serait alors malvenu de reprocher une purge à tort. Deuxième cas, l'acheteur a signé une promesse dans laquelle il n'est pas fait mention de ce droit de préemption. Si le vendeur le purge malgré tout et que le locataire accepte, l'acheteur serait alors en droit d'attaquer la vente en justice comme passé au mépris de sa promesse. Le juge dira alors s'il y avait ou non droit de préemption. S'il y en avait un, c'est que la promesse signée sans réserver ce droit était nulle. Si en revanche il n'y en avait pas, la promesse conclue au profit du locataire viole la promesse. Ainsi, en cas de doute, il nous appartient de continuer à prendre toutes les précautions utiles, en avertissant d'abord les parties de la difficulté résultant de l'impossibilité de déterminer de façon certaine si le locataire bénéficie ou non d'un droit de préemption, et en les invitant ensuite à se déterminer en faveur de l'une ou l'autre des solutions. Si les parties décident de ne pas purger, les conséquences de cette option devront leur avoir été préalablement indiquées par écrit et une reconnaissance de conseil donné devra avoir été établie. Si en revanche les parties décident de purger le droit de préemption du locataire, cette décision devra être contractualisée car nous ne pouvons agir qu'en tant que mandataires de nos clients. Bon. Et donc, quand il n'y a pas de doute, comment purge-t-on? C'est la deuxième série de difficultés qu'on voulait voir avec vous, plus rapidement, rassurez-vous. La mise en œuvre d'un droit de préemption qui se fait en deux temps. La notification initiale, je vais m'en charger, et puis la réponse du locataire, ou la non-réponse du locataire. C'est Maître Rémeillère qui vous en parlera. Alors la notification initiale, je vais passer immédiatement, en les mettant de côté, sur les contraintes de forme qui s'imposent et qui impliquent la lecture de chaque texte respectif, parce qu'en réalité, les contraintes sont différentes suivant les droits de préemption, même si on pourrait s'amuser à dégager certaines constantes sur la forme du support, sur de la notification, sur la reproduction de certains textes de loi, etc. Bon. Je veux plutôt parler du fond ici. Qu'est-ce que j'écris dans ma notification? Parce que quand on repart de la nature juridique de cette notification, on constate qu'au fond, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est une offre de contracter. Il faut donc qu'il figure les éléments essentiels pour que la vente se forme. Et d'ailleurs, tous les textes sont peu ou prou rédigés de la même manière, puisqu'ils disent qu'il faut notifier le bien, le prix et les conditions de la vente. Et c'est peut-être sur ce troisième terme que j'aimerais insister en formulant deux remarques. Qu'est-ce que c'est que ces conditions de la vente? Première remarque, quand je lis le Code civil dans son jus napoléonien, les textes n'ont pas changé en 2 siècles. Je comprends que pour qu'une vente d'immeuble se forme en droit français, il suffit qu'on se mette d'accord sur la chose et sur le prix, c'est ce que dit l'article 1583 du Code civil. Alors c'est un principe très sympathique pour l'achat d'une baguette de pain, pour l'achat d'un stylo à billes ou d'une voiture. Pour l'acquisition d'un immeuble, ça paraît évidemment beaucoup moins réaliste parce qu'on sait que la décision de vendre et la décision d'acheter, elle dépend de nombreux paramètres qui ne se réduisent pas tous à la chose d'une part et au prix. D'où cette première remarque, c'est que notre vendeur qui adresse une notification, il doit avoir conscience qu'il fait une offre ferme de contracter. Et donc il doit y faire figurer
tous les éléments qui, à ses yeux, sont déterminants de son consentement. Tous les éléments qui, à ses yeux, conditionnent le prix qu'il a fixé. Donc, il ne faut rien oublier dans la notification, en réalité. Et je doute que ça puisse tenir sur le recto d'une feuille A4. Exemple, une clause d'exonération de la garantie de vice caché que l'on oublie. Eh bien, le locataire qui préempte nous dira, lors du rendez-vous de signature, mais cette clause, moi, je ne l'ai pas acceptée. J'ai accepté une vente dans les termes qui étaient ceux de la notification que vous m'avez adressée. Il est hors de question, fût-elle usuelle, cette clause, que je la vois s'imposer dans nos rapports contractuels. C'est le droit supplétif de la vente, ce qu'en dit le Code civil qui nous régit. Donc, gare à ce genre d'oubli. L'autre exemple, c'est le prorata de taxe foncière dont vous avez l'habitude dans les DIA, c'est exactement la même idée. Ma deuxième remarque sur les conditions de la vente, ça concerne la commission d'agence et pour ma part, je terminerai par là. C'est une question ancienne que de savoir si l'on peut imposer au locataire qui se voit offrir l'acquisition de l'immeuble, si on peut lui imposer le paiement de la commission que l'acheteur pressenti, lui, s'est engagé à régler à l'intermédiaire. Là-dessus, on a des arrêts depuis 50 ans à peu près, depuis que les droits de préemption existent, qui tous disaient la même chose à propos du droit de préemption du fermier, du droit de préemption de la SAFER, du droit de préemption urbain, du droit de préemption de l'indivisaire, qui tous disaient la même chose, à savoir que lorsque l'acheteur pressenti s'est engagé à payer une commission à l'intermédiaire, le préempteur, s'il entend se porter acquéreur, devra la régler lui aussi. Et c'était conforme à l'idée, que je trouve tout à fait saine, qui consiste à dire qu'en préemptant, je me substitue dans les droits et obligations que l'acheteur pressenti avait acceptés. Mais coup de tonnerre, ces dernières années, en droit des baux d'habitation d'abord, 2 arrêts de la Cour de cassation, 17 décembre 2008, 3 juillet 2013, qui, à l'unisson, indique, je cite, « Le locataire titulaire d'un droit de préemption acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite, qui n'a pas à être présenté par l'agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien. Morale, plus de commission, du moins lorsqu'elle est à la charge de l'acheteur, qui soit imposée au locataire d'habitation dans le cadre de la purge que l'on fait de son droit de préemption. » Alors on avait essayé de se rassurer à propos de ces 2 arrêts en se disant « mais on est dans le domaine des baux d'habitation, on est dans le premier arrêt dans la loi de 89, dont le premier article commence tout de même par le droit au logement. » Et donc on s'était rassuré en justifiant ces décisions par des considérations de politique juridique. Mais voilà que, à propos du locataire commerçant, qui n'est pas du tout dans la même situation, qui ne peut pas s'enorgueillir d'avoir un droit au logement opposable, voilà qu'à propos du locataire commerçant, un arrêt du 28 juin 2018 dit la chose suivante, les faits sont très banals, un immeuble donné à bail à un commerçant qui avait une entreprise de librairie-papeterie est mis en vente par le bailleur, il missionne un agent immobilier qui, une semaine après, déjà trouve un acheteur au prix de 1 200 000 €, lequel acheteur accepte de payer une commission de 144 000 € à l'intermédiaire. Le vendeur, qui respecte scrupuleusement la loi, écrit au locataire, lui fait une notification en lui indiquant que le bien, vous le connaissez, le prix, il est de 1 200 000 € et quant aux conditions de la vente, elle consiste à payer une commission à l'intermédiaire immobilier de 144 000 €. Moyennant quoi, le locataire répond « Merci monsieur, j'accepte votre offre, mais j'en écarte la commission d'agence que je n'ai pas à payer. » Le procès s'engage là-dessus et l'épilogue, il nous est donné par cet arrêt. La Cour de cassation indique qu'en application, je la cite, de l'alinéa 1er de l'article L145-46-1 du Code de commerce, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement, on va voir que l'adverbe est important, doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure les honoraires de négociation. Alors je trouve la solution détestable parce qu'elle repose sur l'idée qui me semble fausse, selon laquelle, en vertu de la loi Pinel, le vendeur qui décide de vendre, je dirais même le vendeur qui sent frémir en lui une volonté de vendre un matin en se réveillant, toutes affaires cessantes, doit adresser une notification au locataire sans qu'il lui soit autorisé de démarcher, de sonder le marché, de partir en quête d'un acheteur. C'est, me semble-t-il, une méprise
profonde de ce qu'est un droit de préemption. La priorité qu'on reconnaît au préempteur, ce n'est pas une priorité chronologique. Le droit de préemption, ce n'est pas le droit d'être le premier informé de la mise en vente d'un bien. Le droit d'être le premier informé de la mise en vente d'un bien, c'est de la courtoisie. Si j'ai envie d'être courtois avec mon locataire, je lui dirai à lui, le premier, que le bien est en vente. Ce n'est pas ça un droit de préemption. Le droit de préemption, c'est la priorité que l'on a sur un tiers qui s'est déclaré intéressé d'acquérir à sa place, si évidemment on s'aligne, si on propose les mêmes conditions que lui, et donc y compris le paiement d'une commission d'agence s'il s'est engagé à la régler. Bon, peu importe, mes propres états d'âme, l'arrêt existe, il faut en tenir compte, mais encore faut-il lui donner sa juste portée. Et à nouveau, en la matière, vous avez deux courants, les fondamentalistes, si j'ose dire, qui donnent à cet arrêt des conséquences qui sont ubuesques, et puis ceux qui en défendent une lecture restrictive, dont je suis, mais vous ferez votre religion. J'illustre ce conflit d'interprétation à propos de 3 questions concrètes. Première question, suis-je autorisé désormais à conclure une promesse de vente au profit d'un tiers acquéreur sous la condition suspensive que le locataire commerçant ne préemptera pas les lieux ? Les lecteurs les plus rigoureux de la décision de 2018 vous disent que c'est plus possible. Et d'ailleurs, les lecteurs les plus rigoureux de cette décision vous disent que le propriétaire n'a même pas le droit de publier une annonce. Il doit, s'il décide de vendre, le premier acte qu'il doit accomplir, c'est une offre au locataire. Bon, ce qui veut dire, et ce qui est inacceptable, qu'on demande au propriétaire de purger au doigt mouillé, c'est-à-dire de fixer lui-même le prix, de fixer lui-même les conditions de la vente, sans qu'un notaire se soit penché sur le dossier, sans qu'on ait audité l'immeuble, ce qui est tout à fait déraisonnable, et ce qui renvoie à cette idée qui porte à faux en matière de vente immobilière que un immeuble, ça se vend comme on vend des bestiaux dans les foires aux bestiaux, en se tapant dans la main et en se mettant d'accord sur une chose et sur un prix. C'est plus compliqué que ça. Me semble-t-il, l'arrêt ne dit pas cela. L'arrêt, il nous dit que si le propriétaire choisit de sonder le marché, et si pour sonder le marché, il s'attache les services d'un intermédiaire immobilier, le locataire n'aura pas à en faire les frais. C'est tout ce que dit l'arrêt, et on continue de pouvoir, me semble-t-il, conclure des promesses sous conditions suspensives de non-préemption. Je ne vois pas où le droit du locataire est bafoué dans cette hypothèse-là. D'ailleurs, pour nous rassurer, une conseillère de la 3e chambre civile, qui est l'auteur de cet arrêt, qui commentait dans un panorama de jurisprudence les derniers arrêts rendus par la 3e chambre civile, indiquait dans son commentaire, on peut lui faire confiance, c'est sa chambre qui a rendu l'arrêt, indiquait qu'il demeure possible de signer des avant-contrats sous conditions suspensives de non-préemption. Deuxième question, est-ce qu'on peut purger auprès du locataire commerçant en indiquant un prix qui inclut une commission à la charge du vendeur ? Alors, ceux qui pensent que cet arrêt de la Cour de cassation doit recevoir la plus large portée vous disent que c'est impossible, que le locataire, d'une manière ou d'une autre, n'a pas à subir un surcoût lié à l'intervention de l'agent immobilier, là où d'autres, dont je fais partie, pensent le contraire. Parce qu'au fond, quand je notifie à mon locataire un prix, je ne lui demande pas de payer une commission. Je lui notifie la vente, je lui propose d'acquérir, moyennant un prix. Ce prix, ce n'est pas la rémunération de l'agent immobilier, c'est la contrepartie du transfert de propriété. Ce que je fais ensuite, moi vendeur, de la somme qui m'est payée, ça ne regarde pas le locataire. Je fais ce que je veux de cette somme, et d'ailleurs je prends sur moi de payer davantage de droits de mutation. Enfin bon, c'est l'acquéreur qui les paiera. Et si d'ailleurs le bien dépend d'une succession, dans la déclaration de succession, il figurera au prix. On ne va pas défalquer une commission d'agence due par le vendeur. Simplement, évidemment, dans la notification, quand la commission est à la charge du vendeur, il ne faut pas, dans la notification adressée au locataire, ventiler en lui disant voilà, vous avez un prix de 1 million, dont 100 000 euros à la charge du vendeur, dont 100 000 euros de commission d'agence à la charge du vendeur. Ça créerait le trouble dans l'esprit du locataire. Et puis, dernière question, j'en termine par là. Supposez que le locataire, recevant la notification, décline l'offre et que, chemin faisant, le vendeur, finalement, s'aperçoit qu'il est trop gourmand, qu'il ne vendra pas le bien à ce prix-là, et qu'ayant trouvé un acheteur à moindre prix, il notifie à nouveau un droit de préemption à son locataire, droit de préemption subsidiaire que vous connaissez bien. Est-ce que dans cette hypothèse-là, on peut faire peser sur le locataire une commission d'agence, charge acheteur ou vendeur, charge acheteur, c'est notre hypothèse. Il me semble que oui, parce que par définition, le droit de préemption subsidiaire, il consiste à adresser une nouvelle offre au bénéficiaire du droit de préemption en lui indiquant les conditions plus favorables qui ont été négociées avec un tiers. Et donc si dans ces conditions plus favorables négociées avec un tiers figure une commission d'agence, il y a tout lieu de la faire peser sur le locataire. D'ailleurs,
dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2008, la Cour d'appel qui a été approuvée par la Cour de cassation faisait clairement cette distinction dans sa motivation en disant le droit de préemption principal, pas de commission d'agence à la charge du locataire. Si maintenant le locataire a refusé, que le propriétaire a été obligé de démarcher le marché, de sonder le marché avec l'aide d'un agent immobilier, le locataire à qui on fait une nouvelle offre dans le cadre du droit de préemption subsidiaire aura à assumer la commission d'agence. Voilà les quelques questions sensibles, me semble-t-il, que je voulais aborder autour de la notification initiale. Reste maintenant à envisager la réponse du locataire. La réponse du locataire peut être de 3 types. Oui, non ou oui mais, c'est-à-dire oui mais sous certaines conditions. Le oui, l'acceptation a 2 effets. Premièrement, elle rend la vente parfaite, de sorte que le bailleur ne peut plus contracter avec quiconque, sans quoi il vendrait le bien d'autrui. Le deuxième effet, cette acceptation fait, selon la loi, courir le délai de réalisation. C'est assez étrange car on vient de dire juste avant que la vente était parfaite. Il faut en réalité s'entendre sur le mot réalisation qui ne désigne rien de précis dans le processus de formation du contrat. Cette expression vise uniquement la réalisation de l'acte de vente. Ce délai de réalisation étant de 2 ou 4 mois, selon que le locataire déclare ou non avoir recours à un emprunt. De 2 choses l'une, soit le délai est tenu et tout va bien dans le meilleur des mondes, soit il ne l'est pas, soit parce que le locataire a renoncé, soit parce qu'il souhaite toujours acheter, mais qu'il a pris du retard. Si le locataire renonce parce qu'il n'a pas obtenu son financement ou parce qu'il a changé d'avis, les conséquences sont différentes selon qu'on se trouve dans les relations entre le vendeur et le locataire ou entre le vendeur et l'acquéreur pressenti. Dans les rapports vendeur-locataire, la loi dit 2 choses. Elle dit d'abord que si c'est en raison de la non-obtention du prêt, l'acceptation du locataire qui a été subordonnée à l'obtention de ce prêt n'a plus de valeur. Ça joue donc comme une condition suspensive. Mais la loi va plus loin puisqu'elle indique que si, à l'expiration du délai de 2 ou 4 mois, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre est sans effet selon Pinel ou bien est nulle de plein droit pour les locataires d'habitation. Cela veut donc dire que la vente ne pourra pas se former. Mais c'est un peu gênant car on encourage ainsi le locataire à l'inconstance. Or, il a préempté et la vente est parfaite. S'il revient sur son choix, en dehors bien évidemment d'une cause objective comme la non-obtention du prêt, on devrait pouvoir l'assigner en réalisation forcée de la vente. C'est notamment le cas à propos du droit de préemption urbain si la commune ne paie pas ou ne consigne pas le prix dans le délai légal, ou à tout le moins, il devrait être passible de dommages et intérêts. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Dans les rapports vendeur-acheteur maintenant, la promesse est a priori caduque. Le vendeur retrouve la possibilité de vendre le bien librement sur le marché, sauf si on estime que, du fait de l'échec de la préemption, la condition n'a pas vraiment défailli. Tout va donc dépendre de la rédaction de la condition. Mieux vaut, à titre de solution de principe, dire que la condition sera défaillante dès lors que le locataire manifeste son désir de préempter, quand bien même la vente ne pourrait se réaliser avec lui. Sinon, on maintient l'acheteur dans une incertitude gênante. Si en revanche le locataire prend du retard mais souhaite toujours acheter, c'est plus délicat. Pourtant, comme on vient de le voir, passé le délai de 2 ou 4 mois, l'acceptation est sans effet, sauf si bien sûr le retard est dû à une cause du vendeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus vendre au locataire, mais si le vendeur exprime sa volonté de continuer, la vente qui en résultera ne sera plus le résultat du droit de préemption. Cela devient une vente ordinaire à laquelle le propriétaire consent librement. Mais alors, l'acheteur pressenti ne pourrait-il pas trouver à y redire ? Il avait accepté de subordonner son acquisition à la non-préemption. Si finalement la vente au locataire n'a pas lieu en vertu du droit de préemption, mais hors préemption, peut-on considérer qu'on est toujours dans le cadre de la condition suspensive ? On pourrait estimer que c'est une vente passée au mépris de la promesse consentie au bénéficiaire. Un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 a tranché cette question à propos du congé pour vendre. Acceptation le 31 juillet par le locataire qui tarde à obtenir son financement. Vente signée le 3 décembre, c'est-à-dire 3 jours après l'expiration des 4 mois. Le notaire ne s'en inquiète pas et reçoit la vente. Les acheteurs pressentis sont furieux, d'autant que le locataire a revendu le logement une semaine plus tard. Ils engagent la responsabilité du notaire à qui ils reprochent d'avoir instrumenté un acte au mépris de leurs propres droits, à savoir leur promesse, dont ils estimaient qu'elle n'était pas caduque,
puisque la condition du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée le 30 novembre, soit après l'écoulement du délai de 4 mois sans que la vente n'intervienne. La Cour de cassation indiquait que seul le bailleur pouvait se prévaloir de la nullité de l'acceptation de l'offre qu'édicte l'article 15 de la loi de 89 et que le notaire qui a instrumenté un tel acte n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles envers le bénéficiaire de la promesse. Le raisonnement de la Cour s'articule sur 2 points. L'idée d'abord que le délai de 4 mois serait dans le seul intérêt du vendeur. S'il y renonce, c'est son problème. Ce raisonnement peut être contestable, le droit de préemption étant une prérogative tournée contre le vendeur, certes, mais également contre l'acheteur. Il est fondé à se plaindre à ce que le locataire ne se soumet pas aux conditions légales de l'exercice de ce droit. Le second est ensuite un argument technique. Si la nullité de la vente n'est pas invoquée, cette acceptation tient toujours debout. On est donc toujours dans le cadre du droit de préemption et non pas dans le cadre d'une nouvelle vente spontanée du vendeur à l'égard du locataire. On est en droit de se demander si l'on pourra raisonner de la même manière avec les autres droits de préemption, où le texte évoque différemment une acceptation sans effet lorsqu'elle intervient hors délai. La seconde réponse possible est le non. En droit, il y a 2 manières de dire non, de manière explicite ou en gardant le silence. Le législateur dit clairement que l'offre qui n'est pas acceptée dans le délai est caduque. Si c'est non, c'est non. Le vendeur peut céder le bien à l'acheteur de son choix. Il prendra garde toutefois à respecter le droit de préemption subsidiaire qui est ouvert lorsque le propriétaire décide de vendre à des prix, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur. Le vendeur y procédera lui-même ou s'il oublie d'y procéder, le législateur nous investit de la mission de procéder à la purge et ce à peine de nullité. Le délai laissé est alors plus bref puisqu'il tombe à 1 mois, mais si le locataire accepte, le délai de réalisation est le même que le droit de préemption principal, à savoir 2 ou 4 mois, selon que le locataire ait ou non recours à un prêt. Une remarque, qu'est-ce qui est plus avantageux? Un prix plus bas? Une garantie supplémentaire? C'est parfois très difficile à dire, notamment si l'objet de la vente n'est finalement plus le même que l'objet de la première notification. Comment comparer dans un tel cas? La 3e chambre civile de la Cour de cassation a semblé régler le problème dans un arrêt du 11 mars 2015, là encore à propos du congé pour vendre. Congé pour vendre adressé à un locataire qui décline. Puis, vente en bloc de l'immeuble tout entier par le propriétaire qui ne prend pas la peine de purger le droit de préemption subsidiaire. À tort, soutient le locataire, qui, usant d'une règle de 3, constate simplement que le prix de vente en bloc au mètre carré était d'1 tiers inférieur au prix qui lui avait été notifié à l'origine dans son congé pour vendre. Les juges du fond puis la Cour de cassation n'admettent pas ce raisonnement. Ainsi, il n'y a de droit de préemption que si le bien vendu est le même que le bien soumis à préemption. Si l'objet de la vente est plus vaste, le propriétaire n'a pas à ventiler ni à purger un droit de préemption subsidiaire. Ce qui se comprend puisque la nouvelle opération n'étant pas du même format que la première, elle empêche de savoir si les conditions et le prix sont plus favorables. Toutefois, il faut rester prudent avec cet arrêt, les juges semblant s'être fondés sur une exception propre à la loi de 1975, celle de la vente de l'immeuble entier. On peut alors se demander si cette décision serait applicable à la vente réalisée avec si la vente réalisée avec le tiers est finalement plus restreinte, sans le garage, sans la cave. Ne faut-il pas, dans cette hypothèse, purger malgré tout sur le seul élément? La dernière réponse possible est le oui mais. Le locataire dit oui, mais un prêt minoré, où il propose de se substituer un tiers, notamment une SCI constituée par le locataire commerçant qui aimerait dissocier l'entité qui détient les murs de celle qui est propriétaire du fonds de commerce. Il me semble que ça devrait être tenu pour un non. Une acceptation non conforme à l'offre sur les éléments essentiels est une contre-proposition selon l'article 1118 alinéa 3 du Code civil. La question est alors de savoir si le vendeur peut s'en tenir là et estimer qu'il n'est plus tenu par l'offre faite, ou s'il doit malgré tout attendre l'écoulement du délai légal de validité de l'offre. En droit commun, la réponse est claire. L'acceptation non conforme rend aussi l'offre caduque et rend sa liberté à l'offrant. Faut-il qu'il y en aille différemment quand l'offre a été faite en raison d'un droit de préemption? Je ne le pense pas. Voilà, je crois qu'on a terminé ce tour d'horizon des questions innombrables que soulèvent les droits de préemption. Je ne doute pas qu'il y ait des centaines de questions sur ce qu'on a dit dans la salle. Je doute en revanche qu'on ait le temps d'y répondre. Merci beaucoup. Merci. Attendez, 2 secondes.
2 secondes, peut-être. Monsieur le Bon, c'est pas professeur, grave, chers tant pis. consoeurs, là, nous avons été particulièrement attentifs à vos interventions. Beaucoup de questions ont trouvé grâce à vous une réponse et certaines posent encore des difficultés, mais vous nous avez montré les voies de la prudence et des bonnes pratiques. En effet, 1000 merci, professeur Gisbert, 1000 merci, maître Rémeyer, pour votre enthousiasme et vos explications très claires. On a presque l'impression d'avoir tout compris et de maîtriser totalement la matière grâce à vous. Merci encore, on vous applaudit.